Les événements du 11 septembre 2001 à New York et à Washington ont tendance à faire oublier le 11 septembre 1973, date qu'Arte a voulu commémorer avec un point fort sur le Chili. Il y a 30 ans, en effet, le général Pinochet prenait la tête du putsch qui allait renverser le président élu Allende et poursuivait les hommes politiques et les militants de gauche avec une rare violence. Mercredi, nous revenions sur les 3 années de présidence de Salvador Allende et sur le complot qui s'était fomenté dès son accession au pouvoir pour aboutir à la prise de la Moneda le 11 septembre 1973. Aujourd'hui, nous vous proposons de voir Chili, les héros sont fatigués, dont les protagonistes sont des anciens compagnons de route d'Allende qui sont revenus aux affaires dans un pays désormais normalisé depuis plusieurs années. L'entente du centre-droit catholique et de la gauche, le travail de l'Opus Dei, l'omniprésence de l'armée et de Pinochet, à qui le soutien populaire n'a jamais fait complètement défaut, ont permis cette situation d'abandon des idéaux de gauche et de déni de justice. Chacun y a fait son parcours propre, celui qui lui semblait possible ou juste, entre intérêt personnel et engagement, tournant le dos à un héroïsme révolutionnaire qui semble s'être irrémédiablement dissous dans l'oubli, la globalisation et le réalisme politique. Sí, aquí, arriba, aquí en el corazón. ¿Estás por allá? Marco. Marco. ¿Cómo estás? Cristian Pradena. ¿Cómo estás? Mucho Muy gusto. bien. No sabí el placer que me da conocer. Ah, pero mucho gusto. Y de emoción terrible. Por Miguel y la historia ¿Qué querés que te diga, aquella. compadre? ¿Qué querés que te diga? Sí, po. Luchábamos juntos. Tú eres mirista. De toda la vida, hasta el día de hoy. A los 18 años lo dejé. ¿Ah, sí? ¿Y tú tenías? Mucho gusto. Hoy yo tengo 50, ¿no? Miguel Enriquez, c'est mon père. Dans les années 70, c'était le dirigeant d'un mouvement révolutionnaire chilien. Une sorte de Che Guevara. Ses fidèles le chantent toujours avec ferveur dans quelques salles de quartier. Mais ses idées ne font plus recette. Depuis sa mort il y a 30 ans, le Chili a changé. Il est passé de la pénurie à la croissance. Mais le vrai changement, c'est que les riches sont encore plus riches. Quant aux Chiliens, ils ne sont ni plus suicidaires ni moins rebelles qu'au temps de sa jeunesse, mais ils ont perdu tout espoir. Avec le temps, ils ont acquis la certitude que pour se faire entendre du pouvoir, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Señores, por favor, hay que subir la plaza. Il est loin le temps où le peuple envahissait les avenues pour affirmer son désir de changement politique. En 1970, après 160 ans de démocratie libérale orchestrée par une oligarchie toute puissante, l'unité populaire porte au pouvoir Salvador Allende. Un président socialiste qui, pour la première fois dans l'histoire du Chili, propose de transformer la société en profondeur pour réduire les inégalités. Malgré l'hostilité du gouvernement américain et des milieux industriels et financiers du pays, Allende déploie un courage à toute épreuve pour réaliser son programme.
Son gouvernement met les télécoms, les mines de cuivre, l'industrie du sucre et toutes les entreprises stratégiques sous contrôle de l'État. La mise en place de ces réformes déclenche une violente riposte de l'opposition. Le patronat, les commerçants, les artisans se mobilisent pour faire échouer ce processus révolutionnaire. Nosotros tenemos que defender nuestros intereses y para eso pelear como un solo hombre. Pero sé también que aquí hemos querido y tratamos de hacer algo que otros pueblos no alcanzaron, una revolución por cauces distintos, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra tradición y a nuestra realidad. Espero que todos seamos capaces de escribir una página más para señalar que Chile tiene su propia voluntad creadora y su noble decisión de hacer cada vez más grande la patria. À côté de ceux qui soutiennent fièrement leur gouvernement, mon père appelle le peuple à s'armer pour défendre cette expérience unique et la porter plus loin. Mon héritage est quelque part là-dedans, dans cette combativité, cette audace. Se oye un solo grito que resuena en las fábricas, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. Le 11 septembre 1973 marque la fin du rêve. Soutenu par les forces réactionnaires, le général Pinochet prend le pouvoir par un coup d'État. Pendant que Miguel se bat dans les rues de Santiago, la junte militaire détruit le palais de la Moneda, le symbole de la République et de la Révolution. Allende y laisse la vie. Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Pour certains Chiliens, ce qui disparaît avec lui, c'est l'espoir de construire une véritable démocratie, d'accéder à une réelle justice sociale. Le Chili bascule dans la dictature. Victimes de la répression, des milliers d'opposants sont forcés de s'expatrier. Malgré la terreur imposée par le régime, mon père s'engage dans la lutte armée avec une poignée de militants. Il devient l'homme à abattre, l'emblème de la résistance. En octobre 1974, après des heures d'affrontement, encerclé par des centaines de policiers et de soldats, il est finalement abattu. Depuis, Miguel est devenu une légende, un héros mythique, une certaine idée de la gauche. Sous le joug des militaires, tous les opposants sont poursuivis, emprisonnés, torturés ou portés disparus. Pinochet profite de l'état de siège qu'il a instauré pour imposer une constitution à la mesure de ses ambitions. À partir de 1983, la sauvagerie et l'isolement international du régime coupent Pinochet du soutien des milieux industriels et des États-Unis. Contraint d'assouplir son autorité, en guise de garantie, il autorise les premiers opposants à rentrer. Mais avant, il prend soin de verrouiller les institutions, y compris la possibilité de se nommer sénateur à vie. Aujourd'hui, les anciens compagnons de Miguel sont de nouveau aux affaires et au pouvoir,
qu'il se partage avec l'increvable général et ses nombreux partisans. J'ai longtemps cru qu'il n'y avait pas de combat inutile. Mais ces hommes à qui l'histoire a donné une seconde chance me font douter. Le 9 juillet 2002, Pinochet fait savoir par un message lu au Congrès qu'il renonce enfin à son siège de sénateur à vie en échange de l'impunité pour les crimes commis sous la dictature. Cette ultime provocation s'est déroulée dans l'indifférence générale de la population. Seuls les fidèles du vieux dictateur sont venus manifester leur enthousiasme et les fils de ses victimes leur réprobation. Moi, ils me sont tous tombés dessus. Les extrémistes de gauche parce que je n'ai pas pris la relève de mon père. Et les pinochetistes parce qu'à travers moi, ils sentent toujours sa présence. Quand on est le fils d'une légende, qu'on le veuille ou non, on est condamné à être un personnage public. Et ça, c'est pas un cadeau. Ces hommes qui dans le temps ont partagé les rêves d'Allende, je veux les rencontrer. Mais les approcher n'est pas si simple. J'ai sollicité une audience auprès de Ricardo Lagos, notre président actuel, un socialiste. On me répond qu'il ne peut accéder à ma demande, mais qu'il prendra une décision dès que possible. Alors je décide de rencontrer Garretón. Dans le temps, il était très proche de Miguel. En 1970, ministre adjoint des Finances, il dirige les dossiers les plus explosifs du gouvernement Allende. L'expropriation des entreprises les plus importantes du pays, le rachat des intérêts américains et la nationalisation des télécommunications. Aujourd'hui, c'est l'un des grands patrons du Chili. Il est propriétaire d'une compagnie de télécommunications et PDG de l'industrie du sucre, une société privatisée par la dictature. La mort de Miguel a-t-elle servi à quelque chose? Voyons, il faut distinguer deux choses. Je crois d'abord qu'elle a provoqué une grande peine chez nous qui le connaissions. Mais ce fut aussi une défaite, parce que sa mort fut une victoire pour la dictature de l'époque. Dans ce sens, sa mort fut vécue comme une défaite par nous tous. Même si on ne croyait pas beaucoup au chemin qu'il avait emprunté. Mais avec le recul, il y a un problème plus profond, qui n'a rien à voir avec l'époque de Miguel. C'est une réflexion postérieure qui est mienne. En fait, je pense que les formes de lutte ont une influence sur le fond même de celle-ci. J'ai l'impression que le problème de la lutte armée n'est pas seulement celui de sa viabilité. Le problème, c'est de savoir s'il est rationnel ou non de la mettre en œuvre. Et j'ai l'impression que la lutte armée, lorsqu'elle accède au pouvoir, donne naissance à des sociétés que je n'aime pas. Se trata, compañeros, que los dirigentes sindicales nuestros tomen esa tarea como una tarea prioritaria de ellos, que se conecten compañeros de otras empresas, que en sus sindicatos
planteen a los otros dirigentes la necesidad de vincularse con los compañeros de la otra cuadra, con los compañeros de más allá. Y así, compañeros, vamos construyendo esa fuerza popular que es la base para avanzar, que es la muralla para detener los intentos de la réaction. Il oublie que la lutte armée que mon père prônait à l'époque était une riposte à la barbarie du régime qui fit de Miguel et de Garretón les opposants les plus recherchés du pays. Garretón, lui, s'en est tiré. À son retour d'exil, après 14 années d'absence, il est jeté en prison pour ses déclarations de jeunesse. Depuis, il a fait amende honorable et demandé pardon publiquement pour ses égarements révolutionnaires. Son dogmatisme d'antan, il le distille autrement. Le peuple aujourd'hui, ce n'est plus le prolétaire qui travaille à la chaîne dans une usine. C'est un type qui aspire peut-être à devenir artisan ou un petit chef d'entreprise. Un type qui a une voiture, la télévision par câble et qui adore les variétés, même si les socialistes n'aiment pas ça. C'est comme ça un peuple. Il y a des bons et des méchants, des sales, des petits, des gros, des grands, des intelligents, des idiots. C'est ça la réalité d'un peuple. C'est peut-être ça la réalité du peuple. Mais depuis son siège de PDG, Garretón ne fait plus que du marketing. Il a oublié la politique. Je reviens sur mon expérience personnelle. En 4 ans, à la CTC, quand nous sommes passés de 800 000 à 2 millions de téléphones, ce n'est pas seulement une question quantitative. Les 800 000 téléphones, c'était tous ceux qui avaient du piston qui les avaient. Les riches en avaient, et ceux qui gravitaient autour du pouvoir aussi. Pour avoir le téléphone, il fallait connaître quelqu'un dans la compagnie. Alors quand on a donné la possibilité de communiquer à 2 millions de personnes, on a distribué beaucoup de vrais pouvoirs aux gens. En tout cas, c'est ma conclusion. Et je le dis avec beaucoup de fierté. Et ça, je l'ai vu dans ce petit village dont je te parlais tout à l'heure, mon petit coin de paradis. Il n'y avait pas de téléphone. Quand je passais, les gens m'en réclamaient. Et je disais qu'on verrait ça lorsque la fibre optique serait installée. Mais on a fini par leur attribuer 40 lignes. J'étais certain qu'on allait perdre de l'argent parce qu'ils ne paieraient pas les factures. Aujourd'hui, il y a 300 lignes. Je ne sais pas quelle société Miguel aurait construit s'il avait vécu. Mais je sais que cette gauche dont se réclame Garretón est très fière du réseau téléphonique de mon pays. Au fil des années, mes prises de position dans les médias m'ont rajouté une identité. Mais on ne se débarrasse pas comme ça de l'héritage de 30 ans d'histoire. Yo voté por él, pero lamentablemente está muy desilusionado, porque actúa mucho, pero no aparece en el barrio donde se necesita. Vamos a protestar. Gusto saludarlo. Igual, mucho gusto. Marco Enrique, mucha suerte. Comme le président avait casé dans son agenda une interview à propos de l'amour qu'il porte à son chien, j'estime qu'il est juste que j'obtienne les mêmes droits que son labrador. Alors j'insiste pour obtenir un rendez-vous. On me répond à nouveau qu'il faut attendre, que le président n'a pas encore pris sa décision, faute de temps. Une autre figure incontournable de cette époque révolue, c'est Correa. Que la fuerza esté contigo, que la fuerza esté contigo. O conmigo, no, claro, tiene que estar contigo y conmigo la fuerza. Ahora, courage. Ancien séminariste dans les années 60, Correa est l'un des dirigeants les plus acharnés à transformer la victoire électorale d'Allende
en véritable pouvoir populaire. Au plus fort de la dictature, il est lui aussi contraint de s'exiler. Vers la fin des années 70, grâce au financement et à la protection du bloc communiste, il parvient à rentrer clandestinement au Chili pour réactiver la résistance. C'est toujours un homme de pouvoir, mais au service des grands groupes industriels du pays, aujourd'hui entre les mains des fidèles de Pinochet. Tu étais prêt à mourir pour quelque chose en 1970 ? Oui, bien sûr, naturellement. Pour mes idées révolutionnaires. Je souligne, pour mes idées révolutionnaires. Je crois que nous étions prêts à mourir pour des idées dans les années 60. Et je crois que nous étions prêts durant les années 80 à mourir pour cette valeur suprême qu'est la liberté. C'est pour ça que nous avons pris tous les risques en luttant contre la dictature. Mais nous vivons une vie normale, n'est-ce pas? La politique, ce n'est pas une chose pour laquelle on puisse mourir dans la vie normale. Il serait même anormal de le faire. Mourir pour quelque chose, oui. Probablement, peut-être pour l'amour. J'étais très exposé, j'étais le numéro 2 de mon parti, le Mapu. Et tout s'est effondré. Cela nous a obligés pendant 17 ans à mener une vie où on bâtissait puis on défaisait des foyers. Il y a eu des années pendant lesquelles nous fûmes nombreux à ne rien posséder en propre. Cela finit par provoquer une sorte de détachement, un recul par rapport à ce qu'on possède, qu'il s'agisse de biens matériels ou du pouvoir. Et c'est plus sain, me semble-t-il. Le pouvoir, ça ne t'appartient pas. Le pouvoir n'a rien à voir avec ta peau. C'est simplement lié à ton travail. La peau, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Quand on rentre chez soi, quand on reprend sa vie personnelle, on doit laisser le pouvoir dehors, comme quand on accroche sa veste au porte-manteau, et redevenir soi-même. J'en suis absolument convaincu. C'est la vie ou la défaite politique qui t'a enseigné ça? La défaite politique. À partir de 1983, le peuple descend de nouveau dans la rue pour accélérer la chute du régime militaire. Des milliers de Chiliens s'exposent et prennent des risques, jusqu'à ce qu'en 1988, sous la pression populaire, Pinochet organise un plébiscite. Vamos a entrar en una nueva etapa del gobierno. Vamos a entrar en una etapa de plena democracia. Eso no significa, como creen algunos, ni insultos, ni embustes, ni falacias o mentiras. Nada de eso. Significa seguir trabajando en libertad como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Lo único que aparece ahora es el Congreso y todos los demás poderes se mantienen, porque el Ejecutivo se mantiene el Judicial, que no ha sido tocado jamás, porque un país sin justicia es un país que no tiene destino. Malgré son discours de campagne, il est désavoué par 53% des électeurs. Mais la Constitution lui permet de rester président pendant 18 mois. Sortir de la dictature, c'est l'urgence du pays. Et c'est Correa notamment qui, au nom de l'opposition triomphante, installe la transition politique nécessaire au rétablissement de la démocratie. En échange des garanties qui permettent l'élection du président Aylwin en 1989, Correa négocie le maintien de la plupart des articles constitutionnels favorables à Pinochet et ses collaborateurs. Je suis convaincu
que la politique appartient au domaine de la raison et non à celui de la passion. La raison, c'est ce qui domine en politique. La passion et les sentiments, eux, dominent la vie intime. Aussi, même si chacun d'entre nous est une personne intégrée, seul l'effort rationnel rend possible la politique. Si la politique était marquée par les passions, les souffrances, les souvenirs, les traumatismes ou les déséquilibres de chacun, le monde serait ingouvernable. Donc j'affirme qu'il faut consacrer sa passion et toute sa passion à la vie intime et qu'il faut appliquer la raison et toute la raison à la vie politique. Si j'avais pensé à tout ce que nous avons souffert, à tout ce que nous avons perdu, à tout ce que nos familles ont enduré pendant la dictature militaire, je n'aurais probablement jamais pu m'asseoir pour discuter avec Pinochet ou l'un de ses généraux. Mais lorsque je parlais avec eux, je ne pensais pas à tout ça. J'avais toujours en tête mon objectif tout en tenant compte de leur objectif, ce qui relève de la technique de négociation en politique. En récompense de ses bons et loyaux services, Elwin nomme Correa ministre secrétaire général du gouvernement. Pinochet reste commandant en chef des armées et continue d'imposer le silence à ses anciennes victimes, désormais au pouvoir. Dans les années suivantes, l'architecte de cette inédite transition politique accepte de nouveaux compromis. Nosotros hemos tomado, y usted ha escuchado al presidente, un compromiso con la verdad. Nosotros pensamos que el país necesita verdad y hemos dicho también que así como necesita verdad, necesita reconciliación. J'éprouve un grand respect professionnel et même une affection professionnelle pour beaucoup de gens de droite avec qui je travaille tous les jours. De l'admiration professionnelle. Mais mon univers social et culturel est très différent du leur. Aujourd'hui, encensé par la droite pour sa modération, il met sa raison et toute sa raison de lobbyiste au service de ses anciens ennemis en faisant jouer ses réseaux de gauche. J'ai effectivement partagé la critique de l'argent. Mais je faisais une lecture erronée du Capital de Marx. Parce que littéralement, le Capital de Marx est un ouvrage en faveur de l'argent, en faveur de la richesse, puisqu'il considère le changement social comme le fruit de l'abondance et non de la pauvreté, de l'abondance des biens matériels. Je précise pour le public européen qui connaît Marx. J'ai fait une lecture erronée, une lecture davantage tiers-mondiste, et probablement plus proche des textes de Mao Tse-tung ou du Che Guevara. Une critique plus romantique que rigoureuse. Maintenant, j'entretiens une relation plus abstraite et plus détendue avec l'argent. Une relation sans problème, je dirais. Je savais pas que les Jedi se trahissaient. Les Jedi aussi, ils ont que des traîtres. En plus, à nous autres. Quand les pauvres détruisent les murs que les riches construisent pour oublier qu'ils existent, les nouveaux socialistes restent sourds à leurs protestations. Ils n'entendent plus le cri de la jungle. La gauche aujourd'hui est réduite à un fonds de commerce qu'on utilise. Un héritage qu'on met en vitrine pour attirer le chaland. En politique, tout se négocie. Mais un combattant ne doit jamais renoncer, même s'il se perd dans la rue qui le mène de la révolution au pouvoir. Mira, nosotros queremos plantear un problema que tenemos una parte laboral. Estamos trabajando hace 3 meses y no lo han cancelado los sueldos. Tenemos la obra tomada en Renca. Mon père ne m'a légué aucune fortune, juste un nom. Et le porter, c'est être à la tête d'un véritable service après-vente.
Dans un pays où le droit de grève n'existe pas, c'est encombrant. ¿Por qué necesitan? ¿Qué están cesantes? No, cesantes estamos con contrato. ¿Cachai? No, por la tele les tiren mierda, que les duela lo... ¿Y yo les tiré mierda a los empresarios? A los empresarios. El nombre de la empresa se llama García Opelaire. ¿Cómo se llama ya? García Opelaire. ¿Cómo se llama? García Opelaire. Anótalo. Comme le silence du président ressemble à un refus, je décide de lui demander ce qu'il craint. Quelle est cette question si dangereuse à ses yeux qui justifie de ne pas me recevoir? Bien entendu, cette fois encore, pas de réponse. Après les âmes d'action, je veux rencontrer un intellectuel. Un peu de théorie, parfois, ça rassure. Va a ser interesante. ¿Tuviste, mi mamá me dijo, tuviste Érase en el Oeste y no la vi esa película? ¿Cuál? Érase una vez el Oeste. Lui, c'est Brunner. En 70, il luttait passionnément pour une université du peuple, gratuite et ouverte à tous. 30 ans plus tard, il se souvient comme Miguel l'avait impressionné par son admiration pour Laurence d'Arabie et sa vision de la politique comme art de la guerre. Dans les années 90, Brunner est ministre secrétaire général du président Frey, le successeur d'Elwin. En 1998, Brunner soutiendra encore ce gouvernement quand il sauve Pinochet du procès intenté par 5 pays européens pour crimes contre l'humanité. Pinochet reste 2 ans en Angleterre, assigné à domicile. Mais sous prétexte de préserver le consensus politique du pays, et surtout par souci de garder le pouvoir face à une armée restée fidèle au vieux dictateur, la gauche réussit à lui éviter la prison, en plaidant son gravissime état de santé. Il me semble étrange que l'on puisse supposer qu'il existe une société qui refuserait de vivre avec ces contradictions. Si tu en acceptes l'idée, il existe pourtant dans la société des contradictions morales qui sont tout aussi graves. Cohabiter avec la pauvreté, par exemple, a toujours été un problème pour moi. La célèbre phrase de Sartre, « Comment peut-on continuer à écrire quand des enfants meurent de faim ?» Eh bien, soit cette phrase est pure rhétorique, soit elle signifie que l'on doit vivre avec toutes les contradictions. Parce que Sartre n'a pas cessé d'écrire. On a les penseurs qu'on mérite. Et la gauche a toujours les siens, même s'ils ne sont pas toujours faciles à suivre. C'est la même chose. Tu dois faire de la politique malgré la pauvreté. Et tu dois également faire de la politique malgré toutes les contradictions morales engendrées par la dictature. Même si tous ceux qui y ont pris part n'ont pas été punis par la justice légale comme certains l'auraient souhaité. Il reste pourtant des contradictions gênantes. Il n'y a qu'une vingtaine de tortionnaires emprisonnés pour les 3000 crimes commis pendant la dictature et les centaines de milliers de torturés. La majorité des juges en place est toujours celle nommée par Pinochet. L'avortement est interdit. Nous n'avons toujours pas le droit de divorcer. L'armée est autonome. Elle nomme elle-même son commandant en chef. Elle est la seule garante de la Constitution. Le pays est sous tutelle. Et malgré l'éviction de Pinochet du pouvoir, la droite a maintenu dans la société chilienne sa vision du monde et sa morale. Vivre au Chili, c'est une vraie punition. Personne ne peut prétendre détenir un monopole moral. Et je crois qu'il nous arrive quelque chose de bien curieux. Nous comprenons cela, mais nous ne sommes pas prêts à l'accepter au plus profond de notre identité, de nos émotions. Parce qu'on veut affirmer les deux choses à la fois.
Je veux dire, pour vivre en démocratie, pour vivre dans les aléas de l'histoire, il faut abandonner cette prétention. En même temps, pour continuer à être soi-même, on doit affirmer son monopole moral et prétendre qu'il nous appartient collectivement. Ce qui est invivable. Cette situation finit par être invivable et c'est à mon avis le fardeau de la gauche. En janvier 2000, le pays se choisit pour président un socialiste, Ricardo Lagos. Brunner semble oublier que lors de cette élection, une fois de plus, la gauche a utilisé son monopole moral, son passé de victime pour battre la droite. Et je sens que j'appartiens à une tradition, à une pensée, à une histoire de la gauche. Mais je suis disposé à affirmer que cette histoire et ce cycle se sont achevés et qu'il faut tourner la page du mieux que l'on peut. Et si quelqu'un me demandait « Mais enfin, tu es toujours de gauche ou pas ?» alors je répondrais évidemment oui, car il me semble que j'ai le droit légitimement de recourir ainsi à un signe de mon identité historique. Aujourd'hui, Brunner a choisi d'enseigner dans les facultés les plus onéreuses, les plus élitistes et les plus réactionnaires. Là même où la droite fonde ses valeurs et transmet ses peurs. Dans l'histoire, j'ai des peurs. Ce sont des peurs abstraites. Par exemple, j'ai peur que la société chilienne ne devienne complètement insignifiante. Il y a une phrase féroce que Fernando Henrique Cardoso, l'ex-président du Brésil, a prononcée. Le risque pour les pays d'Amérique latine, en réalité, c'est que s'ils ne parviennent pas à s'associer à la révolution contemporaine, ce qu'il désignait ainsi, c'était la révolution de la globalisation, alors ils perdront tout intérêt, même en tant qu'objet d'exploitation. Caemos tres, ¿sí? Vamos a caer al agua. ¿Cómo está? Brunner nous prédit un scénario d'avenir catastrophe. Mais la moindre pluie offre pourtant une opportunité de survie à certains. Ainsi, chacun participe déjà à ce fameux nouvel ordre mondial, qu'il soit conscient d'être exploité ou pas. Du côté du palais de la Moneda, toujours aucun signe. Peut-être que le chien du président est malade. Au bout du compte, dans cette gauche chilienne, avec Lagos au fourneau, la cuisine et les invités sont toujours les mêmes. Chacun à sa manière participe au repas. Certains font dîner karaoké comme les fidèles de Miguel, d'autres mangent dans la main de leurs ennemis d'antan comme ses anciens collègues. Ceux qui payent l'addition, ils me prennent en photo parce que depuis des années, moi, je refuse le menu. Dans ma famille, il y en a qui crachent dans la soupe. Ils disent participer à une toute autre gauche que celle de Brunner, de Correa et de Garretón. Milton, Manuela, Farid et les autres étaient au Mire avec Miguel. Dans les années 70, ils rêvaient de changer le monde. Mais quand ils sont rentrés d'exil, c'était pour conquérir le pouvoir au Chili. Porque fue una opción. Porque podíamos estar todos aquí en esta mesa en el poder. Porque fue una opción. Porque el tipo de poder, el tipo de gobierno que se estaba perfilando en Chile no era lo que nosotros, a lo que nosotros aspirábamos. No era para lo cual nosotros hicimos... No, es que no era lo que nosotros queríamos. O sea, en ese sentido... Ahora, por eso no hemos estado y no hemos alejado, y no hemos sido cooptados. Elle, c'est ma mère, Manuela. Comme ses voisins de table, elle critique Correa, Garretón et Brunner. Construyeron una estrategia a partir de la idea de que estábamos absolutamente derrotados y que lo que más podíamos pedirle a la vuelta a la democracia era estar vivos. Y que el resto era excesivo. Ils votent toujours à gauche, mais ne pardonnent pas aux autres d'être les laissés pour compte du festin. Entonces, hacer el debate, vas con la cámara. Oye, vas con la cámara
y nos da el mismo tiempo, la misma tranquilidad, el mismo contexto, ordenado, claro, serio, con libros a nuestra oficina y conversamos y ya por el tema, ¿no es cierto? En fait, parler de la gauche en famille, au Chili comme ailleurs, ça finit toujours mal. Sí, yo me dejé seducir. Entonces corta la cámara, apaga la cámara. Ce n'est pas moi qui me fais piéger, comme dit ma mère. C'est peut-être toi, Miguel, qui t'es fait avoir dans cette histoire. Toi qui as mis en jeu ta vie pour un idéal. Tu t'es embarqué dans une révolution généreuse et tu t'es retrouvé seul, face à l'ennemi, sans mesurer sa force. Mais il y en a d'autres qui sont piégés. Ceux qui aujourd'hui représentent le peuple au nom de la gauche. Ceux qui imaginent corriger les injustices d'une société héritée de la dictature malgré leur faible marge d'action. Là même, au Congrès où siègent toujours des sénateurs nommés et financés par Pinochet qui interdisent toute réforme. Au fait, tu ne sais pas que l'un des plus puissants sénateurs socialistes, c'est Carlos Ominami, mon autre père. C'est lui qui m'a élevé. Il a fini par m'adopter. Dans les années 70, c'était l'un de tes militants les plus courageux. Lui aussi voulait construire une société révolutionnaire en totale opposition avec le modèle capitaliste. Après le coup d'État, il s'est réfugié pendant 1 an dans une ambassade pour échapper aux représailles, pendant que son père était sauvagement torturé. Comme beaucoup d'autres, il s'est exilé en France pendant 10 ans. Je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais la vengeance, qu'en fait-on quand on est au pouvoir? Écoute, c'est un processus avec différentes étapes. J'ai eu effectivement très peur. J'ai eu très peur comme la majorité des gens, il me semble. Les premiers jours qui suivirent le coup d'État, je me souviens que je m'endormais dans l'angoisse. On entendait des bruits et on avait l'impression que c'était notre tour. Je me souviens que je dormais avec des chaussettes de laine aux pieds, au cas où. On ne savait pas où l'on nous emmènerait, mais on savait qu'il ferait très très froid. En 1990, Carlos s'est nommé ministre de l'économie dans le premier gouvernement démocratique. Il fait partie de ceux qui ont pactisé avec la dictature. Ceux qui ont garanti l'impunité économique aux partisans du régime et qui leur ont permis d'amasser les richesses qui leur assurent encore le contrôle du pays. On l'appelle le samouraï de la gauche, car il est d'origine japonaise. C'est aujourd'hui le président de la commission des finances au Congrès. Quand l'ensemble du système est très à droite, il est très difficile d'apparaître comme vraiment de gauche. Les nouvelles données du monde, ce sont la démocratie et l'économie de marché. La question qui se pose est comment être radical dans ce contexte. Depuis 12 ans, toutes les semaines, les hommes politiques de gauche font comme lui, valider leurs projets par le patronat. Carlos aussi négocie avec les anciens fonctionnaires de Pinochet. Ses amendements au budget pour une nation plus solidaire et plus juste. Du temps de la Révolution, la gauche affirmait la souveraineté du peuple. De nos jours, elle se contente de cette chorégraphie. Hoy día nos hemos reunido con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Carlos Ominami, con el objeto de hacer un diagnóstico, un análisis de la coyuntura, de cuáles son las soluciones o los incentivos que podemos buscar para poder lograr un mayor crecimiento del país, que creemos que es la base para generar empleo. Donde hay una relación más
más fluida entre el mundo público y el mundo privado, una relación también más fluida entre trabajadores y empresarios. Y me parece a mí que una de las cosas que nosotros tenemos que restablecer en Chile es justamente ese a mi juicio, uno de los aspectos fundamentales sobre los cuales tenemos que trabajar. C'est ce qui explique que la gauche accède au pouvoir, mais qu'elle en soit chassée très facilement. Parce que la gauche ne parvient pas à mettre en pratique le sentiment de changement, les convictions de transformation de la société qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. C'est une contradiction que l'on vit en permanence en Amérique latine, mais aussi intensément en Europe. Finalement, tu crois que la gauche et le pouvoir sont compatibles? Je crois qu'une gauche qui renoncerait au pouvoir par peur de se souiller, par peur de l'usure, ce serait une gauche condamnée à la stérilité, une gauche purement testimoniale. Elle jouerait un certain rôle, mais son influence serait toujours très très limitée. Car finalement, si tu n'es pas capable d'assumer tes convictions tout en vivant dans la réalité, on te soupçonnera de ne pas avoir de convictions très solides. Alors je ne crois pas qu'il puisse exister de gauche forte et puissante qui renoncerait d'emblée à la possibilité de gouverner. De toi, Miguel, j'ai appris la rébellion. De Carlos, la ténacité. Hola, buenos días. ¿Oficina Ricardo Lago? Yo tengo un par de temas contigo. Diga. El primero hablé con el presidente. Ya. ¿Okay? El presidente me dijo, mira, dile a Marco que yo honestamente no me siento cómodo hablando ahí porque como él bien dice aquí en el mail que te manda, él tiene una visión ya, digamos, que yo no comparto, digamos. Entonces en realidad no me siento cómodo con eso. Eso fue al primer otro sí. Ya. Te lo cuento textual. Perdón, ¿me puedo permitir una observación nomás? Solo en la entrevista. Yo asumo que el presidente no se sienta cómodo en tanto su derecho de manera tautológica 2 veces porque él es el presidente, además. Cuando habla él, no habla solo él, habla tanto presidente de la República de este país. Mi punto que quiero compartir contigo nomás, que lo encuentro complicado también que un presidente tenga la sensación de que solo yo tengo una priori. Lo entiendo. Exacto, lo entiendo, pero yo tiendo a leer otra cosa, que el presidente no tiene ningún interés en enfrentarse a un juicio más crítico. Y que el único punto de vista crítico que él puede tolerar, a mi juicio, es el de la derecha y no es desde la izquierda. No, entiendo que la moneda simplemente para uno está como cerrada, en alguna parte. Dans les années 70, Ricardo Lagos est un militant de gauche actif. En 88, il devient le leader de la résistance et l'ennemi numéro 1 de Pinochet, le seul qui ose défier le régime à la télévision. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo, lo que el país quiere saber... Yo lo emplazaría a que hiciera... Raquel, usted me va a excusar. No, es que hablo por 15 años de silencio. Y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada. Le pays voit alors en lui un homme de combat, engagé. Mais lors de son investiture, le successeur d'Allende a déclaré que son grand projet pour le Chili était de connecter le pays à Internet. Aujourd'hui, ce président qui se sent mal à l'aise à l'idée de me recevoir accepte pourtant de donner des interviews à tous les médias pinochetistes qui désormais inspirent sa politique. Tu sais, Miguel, après une révolution avortée, 17 ans de dictature et plus d'une décennie de démocratie imparfaite, peut-être que la gauche est arrivée au pouvoir fatiguée. Tous ces héros que tu as connus se sont transformés en simples opérateurs du pouvoir. Ce n'est pas par hasard si l'un des rares défis qui passionnent les Chiliens
soit de figurer dans le livre Guinness des records, en réussissant à ne pas faire toucher terre à un ballon sur 19 km. Tu sais, Miguel, j'ai bien peur que tu ne sois mort pour rien.